Salut! Connaissez-vous le capitalisme bleu? Non? Alors avant de partir en reportage sur le terrain, tout d'abord quelques mots. Du 9 au 11 février dernier, la ville de Brest s'est transformée en capitale mondiale des océans. La ville a en effet accueilli le One Ocean Summit, un sommet international organisé à l'initiative d'Emmanuel Macron. Ce sommet, dédié officiellement à la protection des océans, a réuni des ONG, des scientifiques, des multinationales, des financiers et plusieurs dizaines de chefs d'État. Quoi de plus beau en effet que de vouloir agir concrètement face aux grands défis qui menacent l'avenir de l'océan. Oui, mais ça c'est la vitrine. Dans la pratique, le sommet était bien davantage une rencontre de la croissance bleue. Jugez-en plutôt. L'un des enjeux du sommet était l'extension des aires marines protégées. Oui, vous savez, ces espaces géographiques marins sensibles qui font l'objet de mesures de protection. Alors oui, des engagements ont bien été pris lors du sommet, mais au fait, de quoi les aires marines protégées protègent-elles vraiment? Le sommet a évité la question. Or, il faut le savoir, les pires activités peuvent s'y dérouler comme les activités grandissantes de l'industrie minière. Pour éviter cela, il faudrait que ces aires deviennent des aires de protection fortes, mais voilà, seuls 1,6% des aires marines protégées en font partie. De plus, certaines ONG voient ces aires marines protégées comme une sorte de colonialisme bleu, car de nombreuses aires marines protégées sont envisagées dans les pays du Sud avec les soutiens financiers de multinationales du Nord. Ne s'agit-il pas alors d'une forme de privatisation des océans et d'accaparement de zones par des États et des ONG du Nord? Le One Ocean Summit a par ailleurs soigneusement évité de parler de réduction du trafic maritime et de la surpêche causée par la pêche industrielle. Quant à la question du plastique, véritable fléau des océans, le sommet n'a pris aucune mesure contraignante. Alors quelques jours avant la tenue du sommet, un contre-sommet bien plus modeste, celui des soulèvements de la mer, s'est tenu à Brest pour, je cite, se rappeler que la mer est avant tout un espace commun et retrouver de la puissance d'agir contre sa privatisation. Alors le dernier jour, pour l'actu qui chauffe, j'ai baladé ma caméra dans ce rassemblement plein d'espoir. Ça crée aussi des petits décalages qui sont chouettes parce que c'est ça qui fait. Oui, moi j'ai pas mal cogité. Mais en version peut-être hypersensibilité. Voilà. Ensuite. Du coup, donc tu fais partie des organisateurs des soulèvements de la mer. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi justement les soulèvements de la mer? Moi je fais partie du collectif Vivzo du coup qui a poussé à organiser ça parce que nous on s'est appris un peu en cherchant un peu notre inspiration chez les soulèvements de la terre qui sont un peu mieux connus par d'autres gens et que vu qu'on a entendu parler l'automne qui vient de se passer là, que Macron il voulait proposer un sommet à Brest pour parler des questions océaniques et pour essayer de trouver les solutions à ce nouveau plan de relance économique, c'est comme ça un peu qu'il a annoncé quoi. On a dit, comment on fait pour trouver la force pour se rassembler contre ça? La difficulté qu'on a un peu trouvée, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui était contre le mot protégé. Tout le monde s'est réuni là-dessus, et du coup on a dit, non, il faut qu'on essaie de décortiquer, ça veut dire quoi cette protection, ça veut dire quoi cette croissance, ça veut dire quoi réutiliser des mots comme durabilité et tout ça. Et du coup on s'est inspiré des soulèvements de la Terre pour se laisser l'imaginaire de ça, d'essayer de comprendre cet enjeu-là et pour après pouvoir pousser à des mobilisations. Qui on est un peu, qu'est-ce que c'est un peu les soulèvements de la Terre? Du coup, c'est un peu une rencontre qui a eu lieu du coup en janvier dernier, il y a tout juste un an, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, entre du coup un panel une diversité de gens et de collectifs assez divers, avec notamment du coup toute une partie du mouvement paysan, pas mal représenté par la Confédération paysanne, qui est un syndicat du coup de lutte sur la question paysanne, avec des collectifs écolos plus urbains comme le nôtre, qui sont plus issus un peu des mouvements climat de 2019 par exemple, avec toutes des personnes issues notamment des territoires en lutte comme les différentes ZAD, comme Notre-Dame-des-Landes. Et le constat est posé que la question écologique elle n'est pas prise au sérieux par l'État, qu'en fait il nous revient un peu à nous de la prendre au sérieux cette question écologique. Genre qu'est-ce que ça voudrait dire du coup prendre au sérieux cette question écologique? C'est en fait se coordonner, constituer un rapport de force suffisant pour aller au-devant et en fait attaquer les responsables de la catastrophe climatique et notamment
l'État et le gouvernement par exemple. Aussi du coup le constat que du coup pourquoi se rassembler pour en fait sortir un peu de l'isolement que peuvent avoir nos luttes avec. Les bassines, ce sont des ouvrages de stockage de l'eau qui ressemblent à des gigantesques cratères plastifiés avec des digues qui font 10 mètres de haut et elles font en moyenne entre 10 et 20 hectares. Et voilà, et avec quoi, avec quelle eau elles sont remplies? Elles ne sont pas remplies avec l'eau de pluie, mais elles sont principalement remplies par pompage dans les nappes phréatiques. Et c'est vraiment, elles sont amenées maintenant, parce qu'en fait l'enjeu c'est la pérennisation de l'irrigation intensive. Conséquence, c'est la sécheresse. Dans le Marais Poitevin, c'est la deuxième plus grande zone humide de France. Il y a des centaines de kilomètres de rivières qui sont chaque année transformées en chemin pendant plusieurs mois. Aussi des conséquences sur l'eau potable qui est de plus en plus polluée et qui se raréfie. Par exemple, les départements de la Charente-Maritime, de la Vendée, des Deux-Sèvres, ils ont plusieurs fois été retoqués pour la mauvaise qualité de leur eau potable. Et après, voilà, des sols qui s'affaissent, des écosystèmes qui sont endommagés, voire détruits, etc. Il y a une inspiration directe et pas cachée quand on a réfléchi à le nom qu'on a proposé pour ce séminaire et éventuellement les suites à lui donner des soulèvements de la mer. L'enjeu pour nous, c'était en effet de s'inspirer de leur mode d'organisation rassembleur et puis des victoires qu'elles ont pu avoir jusqu'à présent. Et aussi de réfléchir à cette même complémentarité de lutte, comme on l'a vu avec le lien entre la mer et la terre qui nous relie par les bassins versants, comme on en a parlé hier. Les deux, ils sont inséparables, d'une manière ou d'une autre, quoi. Là, les gens nous ont bien expliqué que les questions terrestres sont aussi importantes en mer qu'à la terre, quoi. La mer qui, avant, déjà, était toujours vue comme une poubelle et qu'il est toujours dans la sorte où tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qui pollue la terre, finit en mer. La mer en soi, elle a un milieu pauvre de salinité qui vit sous l'apport de la terre, quoi. Et c'est que si les apports ne sont pas bonnes, ou si les apports sont intoxiqués, la qualité de l'eau et la qualité de la mer, elle est dégradée, quoi. Le problème, c'est que le milieu est tellement dégradé qu'il ne permet pas ni aux espèces, ni à quoi que ce soit d'autre de survivre, quoi. Moi, je suis paysan de la mer. Hein. D'accord. À Oléron, donc le côté mer, je connaissais pas mal. La Bretagne, je connais beaucoup moins. Nous, paysans de la mer, on vit le dérèglement climatique en direct. Ouais. D'autant plus quand on habite sur une île et une île sableuse à côte basse comme Oléron, quoi. Le plus important, c'est que si on veut protéger l'océan, il faut d'abord penser à la gestion de l'eau en amont, puisque l'eau, c'est les racines de l'océan, enfin, c'est le sang de l'océan. Et qu'il y a l'eau, elle arrive de plus en plus bizarrement avec le dérèglement climatique. Il y a de moins en moins d'eau et il y a de plus en plus de cochonneries dans l'eau, pesticides et autres. Et que donc du coup, tout ça interfère avec la production du phytoplancton, qui est la première biomasse végétale de la planète, le premier producteur d'oxygène, captage du CO2, nourriture de nos coquillages, qui sont aussi des pièges de carbone. Les coquillages, c'est du carbonate de calcium. Donc du coup, voilà l'urgence de bien faire le lien entre la terre et la mer,
Et donc pour protéger l'océan, protéger aussi les rivières, d'abord et avant tout les rivières, depuis l'amont, les chevelus jusqu'aux estuaires. La donnée qu'il faut bien avoir en tête quand même, c'est que ces marées vertes sont dues aux excès azotés, aux excès de nitrates, et que entre 92 et 98% des nitrates sont d'origine agricole. Depuis 2014-2015, le taux de nitrate ne baisse plus dans les rivières en Bretagne, il stagne ou augmente légèrement. C'est chouette si on continue à s'écouter en mode tous ensemble. Du coup, je vous propose très originalement de vous asseoir. La mer, étant donné que c'est un espace de non-droit et elle en est un peu à un moment crucial de début de colonisation où tout le monde cherche à se partager le gâteau, que ce soit les ONG, les entreprises, les États, etc. Il y a des enjeux internationaux qui sont très pressants et on voulait revenir à une échelle plus locale sur lesquelles on puisse plus avoir prise et rencontrer un peu les gens qui, en Bretagne, ici, sont à même de se saisir des enjeux du territoire dans lequel on vit. Comment défendre la mer quand sa santé dépend de celle des bassins versants? Comment s'opposer à la pêche industrielle sans stigmatiser les pêcheurs? Peut-on protéger les milieux naturels sans en exclure les humains, humaines? Et comment faire face à des enjeux de gouvernance internationale sans perdre un ancrage local? Moi je m'appelle Thibaut Josse, je suis le coordinateur d'une association qui s'appelle Pleine Mer. C'est une association de marins-pêcheurs et de consommateurs de poissons qui travaillent ensemble, qui luttent ensemble en fait pour plus de justice sociale et environnementale dans le secteur de la pêche. À Pleine Mer en fait on a publié plusieurs études, dont une récemment sur la pêche industrielle. Donc on démasque un petit peu en fait tout ce qui sous-tend ces pratiques de pêche là. Et puis on a des collègues du Transnational Institute qui ont publié une étude il y a quelques années sur la croissance bleue, qui en fait explique que sous couvert de conservation, en fait c'est toujours le même néolibéralisme appliqué à la mer, avec développement de l'aquaculture, développement du pétrole offshore, les mines de grands fonds, etc. etc. Et on se disait que peut-être qu'on n'avait pas vraiment tout à reprendre pour le soulèvement de la mer, mais qu'on avait bien aimé l'idée du démantèlement des armements comme manière d'être plus offensive dans les luttes, avec voilà, une manière d'expliquer qui nous semblait assez parlante. Je crois que c'est tout. Pour deux. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi désormais soutenir mon travail sur la plateforme Tipeee, qui est une plateforme de financement participatif. Merci et à bientôt, salut!